Bonjour à tous, je suis assez agréablement content d'être ici avec vous pour présenter un peu ce qu'on fait à la ferme. Donc nous on est dans le Finistère, vraiment à l'ouest, à la pointe bretonne quoi. Donc on a un climat à peu près similaire à ici je pense, on a autour de 1200-1300 mm par an. Donc avec des années depuis 2019 où on a eu jusqu'à 1900-2000 mm quasiment. Donc des grosses pluviométries. On n'a pas d'excès de chaleur ou très peu chez nous. Et donc on produit chez nous les deux productions principales, c'est du lait et du porc. Donc on est naisseur-engraisseur et donc toutes nos cultures sont dédiées à l'élevage. On a à peu près 200 hectares. Donc divisé en gros 100 hectares de céréales, un petit peu moins, on va dire selon les années entre 100 et 80 et à peu près similaire en maïs. Et le reste de la surface c'est de la prairie. Donc prairie temporaire et de la luzerne quoi, pour les vaches. Et donc toutes ces cultures sont valorisées et sont en non-labour depuis les années 2000. Donc ça c'est mon père qui avait commencé déjà comme ça en non-labour. Et depuis les années 2019, là on est passé vraiment plus en ACS si on veut, avec du semi-direct et tout ça. Mais les couverts étaient déjà présents depuis quasiment le début du non-labour quoi. C'était une réflexion globale sur l'exploitation quoi. Et donc pour ça, donc notre réflexion pour le cheminement vers l'ACS, ça a été vraiment la première problématique qui a été de la mise en place, c'était la problématique de temps. Parce qu'on passait beaucoup de temps, si on veut, aux cultures, et ce qui nous fait gagner de l'argent, si on veut, c'est être à l'élevage. Donc ça a été de diminuer un peu le temps aux cultures, l'usure du matériel, parce qu'on a beaucoup de terre à cailloux chez nous. Donc c'était la problématique presque principale, si on veut. Donc soit déjà l'usure sur le matériel, mais après le temps de les ramasser, de faire tout ce qui s'ensuit sur les cailloux. Peut-être un peu moins le problème ici de ce que j'ai vu en tout cas rapidement. Et donc pour vraiment aller au bout de ça, c'était les problématiques qu'on a, ça a été de se former pour aller vers ces pratiques-là. Je pense que c'est ce qui a été le plus important chez nous. Mon père justement était en non-labour et n'avait pas franchi le pas si on veut du semi-direct parce que le temps de formation il l'avait pas disponible. Alors, je suis revenu plus vers la ferme, on a pris le temps de se former. J'ai eu le temps de faire beaucoup de formations comme on fait aujourd'hui, là, aller voir ce qui se fait ailleurs. Être accompagné, ça, et on avait la chance d'avoir un groupe depuis les années 2000 aussi, en même temps que la transition. On a un groupe on est arrivé jusqu'à 200 personnes en dedans, dans le groupe T1629. Et on est, on va dire, 45-50 très impliqués dans le groupe, où on se retrouve 3-4 fois par an. Où on va donc à chaque fois chez quelqu'un faire un tour et on discute de ce que chacun fait. Et on fait un tour de parcelle et on met en place des essais dans le groupe. Donc ça permet de tirer tout le monde vers le haut et surtout de ne pas faire les échecs que les premiers ont fait. Ça nous permet d'échanger. Quelqu'un qui a foiré quelque chose, nous on ne va pas reproduire la même chose quoi. Ça c'est le gros plus, je pense que c'est hyper important. Et au début c'est d'essayer peut-être sur, comme on a fait, sur des petites surfaces avec des collègues ou des choses comme ça pour essayer de se lancer et voir comment ça réagit chez nous, se faire la main. Il y a quand même des choses qui changent entre passer du labour jusqu'au TCS et au semi-direct. Donc je pense que c'était le plus gros point, c'est de faire attention à ça au début, d'essayer sur des petites surfaces et puis de se lancer. Parce que nous, la première année, donc on parlait des échecs, mais on a commencé en 2019, vraiment le semi-direct. Donc une année très humide à l'automne. Tous les couverts pour l'orge avaient été cramés. Et donc désherbés, on voulait semer, on n'a pas pu semer à cause de la pluie. On est arrivé à semer début décembre. Donc 25-30 hectares et quasiment tout a été loupé. Donc c'est pour ça que se former, et c'est important de partager parce qu'on n'aurait peut-être pas fait ces erreurs-là la première année quoi. Et maintenant, ce qui nous a fait réfléchir, c'est que maintenant on ne détruit jamais un couvert sans avoir semé dedans. C'est un peu ça, par exemple, un des apprentissages qu'on a fait de cette grosse erreur, si on veut. C'est la plus grosse erreur qu'on a faite, mais elle a été faite quoi. Donc voilà, donc la mise en neuf de l'ACS chez nous, c'était vraiment d'accentuer encore plus les couverts qui étaient déjà présents, mais de les faire évoluer, de les adapter plus à notre contexte. Donc on a fait du couvert relais et du couvert permanent, ça c'est on va dire c'est notre Graal si on veut chez nous, parce qu'on a de l'humidité. On a une valorisation en fourrage derrière avec les trèfles et les luzernes si on a besoin, et on récolte le grain, du blé. Et on a la paille pour le paillage des animaux. Donc c'est vraiment je pense la meilleure chose qui peut arriver chez nous, c'est les couverts permanents. Et ensuite au printemps, donc on a le strip-till au printemps et puis le semi-direct en général quoi. Donc on va aborder un peu plus je vais aborder juste un peu plus avec vous les couverts et couverts relais dans l'ordre qui est là. Donc les couverts relais, là ce que j'ai indiqué, c'est tout ce qui est couvert après céréales pour mettre des cultures de printemps.
Donc ici, c'est des grosses bases en général de graminées pour avoir un paillage pendant l'hiver une fois qu'on va semer notre deuxième couvert. Donc c'est des couverts qui sont tous implantés quasiment, oui, tous même au semoir à dents pour la qualité de semis qu'on peut trouver en été pour écarter les pailles résiduelles qu'on a sur le sol. Et donc on fait des mélanges. Ici par exemple c'était avoine, tournesol, un peu de sorgho, un peu de maïs, des restes. Et après de la légumineuse, on avait un peu de trèfle incarnat et sinon un peu de facélie pour le sol, pour vraiment l'aspect surface du sol si on veut. Et donc sur ces couverts-là, en général, on essaye d'apporter du fumier. Donc admettons, là ça avait été fait juste après le semis sur la photo du milieu. Donc juste après le semis, on a fait nos apports d'effluents, donc de fumier chez nous. Et donc on les voit sur la photo du centre là, donc c'est des fumiers qui arrivent sur des couverts qui se décomposent pendant l'été si on veut, qui commencent à travailler déjà pour le couvert. Et donc ça fait une nutrition d'automne si on veut pour notre couvert. On a des couverts qui explosent à partir de fin septembre. Et donc on a des couverts qui explosent vraiment, vraiment fort en fin de saison. Et une fois que la floraison est arrivée, là, on a implanté des févroles sur la dernière photo en bas à droite. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on fait un deuxième couvert. Et une des pistes d'amélioration qu'on a, nous, c'est de faire des couverts, un seul relais de ce qui vient de un peu chez Nicolas Courteau et choses comme ça, faire des semis, un seul semis pour un couvert relais, quoi. Donc apporter plus de vesses et plus de trèfle dans le couvert. Parce que la problématique qu'on a avec le couvert relais, c'est que en fait, on a réduit le temps de travail, mais on a quand même un deuxième semis à faire. Donc on a quand même 2 fois à passer dans chaque parcelle pour ressemer un couvert. Et à cette période-là, on arrive aux mêmes périodes où on a les semis de céréales qui arrivent, les récoltes de maïs, les maïs en silage, maïs grain. Donc c'est là où on a une grosse pression au travail à ce moment-là. Donc c'est pour ça que le couvert relais en un seul semis est la piste qu'on essaye d'explorer maintenant, quoi. Donc ça, c'était pour les couverts relais. Donc là, on a aussi une grosse partie en céréales sur céréales sur l'exploitation. J'ai pas parlé, je sais pas si je vous ai dit, on fait la rotation type, entre guillemets. C'est maïs, blé, orge. Et on repart sur un maïs, quoi. C'est une culture 2-2, une rotation en 2-2, si on veut, 2 cultures de printemps, 2 cultures d'hiver. Et donc, on a tous les ans, on se retrouve avec des cultures, justement en été, où on récolte un blé, on va enchaîner sur une orge, parfois blé triticale aussi. Et donc, on se retrouve avec 1 mois et demi, 2 mois de vide. Mais on a une super opportunité de créer de la biomasse à ce moment-là parce que c'est hyper poussant. En général, on a de l'humidité. Donc c'est pareil. Donc là, c'est toujours semoir à dents pour le semis. Et là, par contre, on passe plus sur des bases légumineuses en couvert. Un peu de crucifère aussi. Parce qu'on veut chercher un maximum d'azote à ce moment-là pour la restitution pour l'orge qui va suivre ou le triticale, quoi. Donc là, c'est un peu la même chose, donc semoir à dents, donc là c'est base févrole, trèfle incarnat, et après il y avait un peu de blé noir. Et là j'ai mis sur la photo de l'antilimace. Je pense que pour assurer nos couverts en été, parce qu'on a des étés plutôt humides aussi chez nous, je pense qu'il faut parfois pas faire l'impasse sur l'antilimace ou en préventif peut-être, parce qu'on a eu des dégâts les premières années sur de la limace. Et si on loupe le couvert, on a forcément une culture où au moins le couvert est moins joli, et donc l'implantation de la culture est moins facile. Donc ça permet, ici sur cette photo, donc c'est pareil, donc le semis sur la photo du milieu. Donc épandage de fumier aussi suite au semis pour mettre des effluents à ce moment-là. On passe toujours sur le semis plutôt qu'avant pour avoir une homogénéité, on va dire, de répartition du fumier pour que ça soit vraiment propre. Et ensuite, donc la photo du semis à droite, tout à droite en haut, ça c'est à peine 1 mois et demi après le semis. Donc c'est pour montrer la capacité qu'on a en 1 mois et demi à faire un couvert hyper dense, quoi. Donc c'est vraiment, je pense qu'on a des opportunités sur des courtes périodes de faire des biomasses très très importantes, et ça c'est ce qu'on a essayé de mettre en place au maximum. Bon, et donc c'est pour ça que chaque couvert c'est semé en général 2-3 jours après la récolte, parce qu'on a quand même les pailles à tirer avant. Donc on tire les pailles le plus possible, on les sort du champ, quoi. Et ensuite on passe le semoir à dents et le fumier. Donc le fumier par exemple, ça c'est des choses qu'on a déléguées pour être le plus performant possible sur ce qu'on sait faire nous, donc le semis. Et donc le fumier on le délègue à l'ETA pour qu'il puisse être hyper actif aussi, pour que tout s'enchaîne très rapidement, quoi. C'est une logistique logistique qu'il faut mettre en place au début entre la récolte de la paille, le semis, il faut que tout soit prêt avant, et que le fumier tout soit prêt à épandre. Faut vraiment rentrer dans l'idée que la logistique doit être prête avant même que la récolte soit faite, quoi.
Donc on a la chance d'être, je pense, avec un semoir adapté à chaque situation. Donc on parlait du semoir à dents, on a aussi le semoir à disque. Donc pour caricaturer un peu, je pense que chez nous, en tout cas, le semoir à dents sert à semer tout ce qu'on peut. Et dès qu'il ne passe plus, on passe au semoir à dents. Donc le semoir à disque ici, ça nous permet de faire des semis de qualité dans des couverts plutôt très développés. Et surtout des semis de qualité dans nos couverts permanents de trèfle. Donc ça, c'est les photos à droite. Parce qu'au semoir à dents, on n'est pas satisfait de la qualité de semis. Que là, on arrive à faire quelque chose de très propre. Donc le photo du dessus, en haut à droite, c'est donc le trèfle, c'est juste le sillon après le passage. Et à droite, c'est le placement de la graine. Donc on arrive à couper les stolons très proprement au semoir à disque. Et je pense que c'est la qualité de semis qui joue sur tout le reste de la culture. Donc c'est vraiment là qu'on essaye d'être le plus performant possible parce qu'on a plus que cette opération à gérer parce qu'on fait quasiment plus rien. Donc c'est vraiment cette opération-là, on veut qu'elle soit parfaite. C'est pour ça qu'on a un semoir adapté à chaque situation. Et donc là, j'ai mis le semoir à dents parce qu'on arrive aussi à semer dans des couverts assez développés. Donc là, le bâti du semoir, ça fait à peu près 70 cm. Donc c'est un semoir avec un gros dégagement qui a été auto-construit. Ou du moins amélioré. C'est une base déjà vendue si on veut, mais on l'a améliorée. Et donc on a juste ajouté des descentes, tuyaux, etc. Et donc ça nous permet de semer dans des couverts avec des bonnes réussites et un débit de chantier plus important que le semoir à disque. Et le deuxième partie qui est très intéressante, c'est les semis de maïs grain qui étaient devenus complexes avec les semoirs à disque par le fait qu'on avait beaucoup de paille de maïs. Et donc on a essayé, on a fait plusieurs fois avec le sémiato avec des bons résultats, mais on n'était jamais vraiment satisfait de notre semis et qu'avec ça, on a réussi à trouver vraiment le top du top avec les levées après derrière qui sont très bonnes parce qu'en fait, ça fait un peu de terre fine autour de la graine et on est vraiment, vraiment satisfait de ça. Donc ça, je pense que c'est le semoir adapté à chaque situation. Quand on peut le faire ou on peut se le permettre, c'est vraiment l'idéal. Et donc, on a les couverts permanents. Je pense que c'est vraiment ce qu'on a essayé de développer le plus maintenant. On n'a pas de colza dans la rotation. Donc, on a très peu de moyens de semer nos couverts permanents, donc de trèfle ou de luzerne. On fait quasiment que du trèfle chez nous. Donc, on a cherché d'autres solutions par le biais du groupe TCS, justement. Et la solution qu'on a trouvée, la meilleure solution en tout cas dans notre système, c'est de semer les couverts permanents dans du blé. Donc pour cela, on le fait en général en fin d'hiver, donc chez nous, enfin fin d'hiver on appelle ça. Enfin, à partir de la mi-janvier, 20 janvier, jusqu'à fin février grand maximum, quand en fait il y a encore beaucoup de lumière au sol dans les céréales, et très peu, et encore beaucoup d'humidité au sol. Par contre, on a une autre problématique, c'est que les désherbages doivent être adaptés à l'automne. Et ça nous oblige de ne pas faire de désherbage de printemps. Donc il faut partir sur des bases de culture propres et dans des terres plutôt propres. Et ça peut pas forcément adapter partout, mais en tout cas chez nous, c'est ce qui marche bien. Donc on avait fait des premiers essais d'abord avec un semoir centrifuge les premières années. En 2018, on avait fait les premiers essais, semoir centrifuge. Mais le problème du trèfle, c'est de réussir à l'amener partout. On n'a pas réussi à faire ça. Donc on a investi dans un cune aéro, l'équivalent d'un DP12 mais en 24 mètres pour aller sur nos 30 pulvées. Et donc c'est ce qui nous a permis d'avoir une belle régularité de trèfle. Et donc c'est notre entrée dans le couvert permanent qui se fait comme ça, quoi. Donc une fois que le blé va être récolté, on va continuer à ressemer un deuxième blé ou troisième, quoi. Donc là à gauche plutôt c'est le semis et à droite ça va être donc le trèfle, ça devait être à peu près un mois à peu près après le semis, quoi. Et donc le gros point du couvert permanent chez nous, c'est gérer les excès d'eau en hiver, parce qu'on a beaucoup plus de racines dans le sol. Et c'est d'avoir un fourrage supplémentaire en roue de secours si on a une année compliquée en fourrage chez nous, même si pour le moment ça n'a pas été le cas, mais c'est toujours d'avoir du fourrage, on va dire, en stock sur la ferme, qui peut être soit valorisé par les animaux, soit on le broie pour le sol. Donc un petit point sur la conduite du couvert permanent. Donc ça, c'est une deuxième année de trèfle. Donc la photo en bas à gauche, là, ça c'est un trèfle donc, qui a 1 an et demi, si on veut. Donc c'est au moment où on va le réguler, parce qu'on n'a pas envie de se faire rattraper par le trèfle. Donc on a à peu près autour de l'épi 1 cm, on va le réguler. Et c'est la seule intervention qu'on fait liée au couvert permanent, quoi. Sinon, tout le reste de la culture, nous, on le conduit classiquement à des herbages défi compil à l'automne.
pas de désherbage de printemps, sauf la régulation du trèfle. Et donc, c'est finalement pour nous, le trèfle, on l'oublie si on veut, quoi. Il n'y a que la régulation qu'il ne faut pas l'oublier. Donc, la photo du milieu, c'est à peu près 1 mois et demi, 2 mois après, on va dire, la régulation. Donc, c'est 1 mois avant la récolte, si on veut. En même temps, j'ai mis la photo de droite. C'est au même endroit exactement. C'est pour voir le trèfle, en fait, en dessous la céréale, quoi. Et donc, une culture réussie, je pense que c'est celle qui régule le mieux le trèfle. C'est comme ça qu'il faut le voir. La meilleure régulation du trèfle, c'est une culture réussie, une culture bien implantée. Une culture qui est bien implantée, qui couvre le trèfle, c'est ce qui marche le mieux pour le réguler. En fait. Et donc une culture loupée, c'est pour ça que j'insistais sur la qualité de semis, c'est qu'on a plutôt du mal à réguler un trèfle qui a de la place pour s'exprimer, quoi. Et donc là, c'est pour montrer un peu ce qui peut nous arriver ou les échecs qu'on peut avoir, et qui finalement s'est plutôt bien passé. C'était cet été, la dernière récolte qu'on a eue. Le blé était prêt à moissonner et je pense un peu comme ici, il y a eu des gros orages et de la pluie à partir du 20 juillet là. Et donc on a vu des parcelles qui étaient prêtes à moissonner, mais le terrain n'était pas disponible pour revenir. Et on s'est retrouvé avec des blés qui ont versé. Et c'était un peu notre crainte depuis le début qu'on faisait des couverts permanents, de se retrouver un jour avec la culture qui verse et le couvert qui repousse dedans. Donc c'est arrivé. Et finalement, on a de la chance, on a eu un chauffeur qui était patient déjà, parce qu'il faut prendre son temps pour ramasser dans le bon sens, etc. Et finalement, en perte de rendement, on n'a rien quantifié par rapport aux parcelles qui sont à côté sans couvert permanent. Donc c'est que finalement, on s'en est bien tiré et ça, c'est plutôt rassurant pour la suite, quoi. Et donc après, ça c'est donc les 3 photos, c'est dans la même parcelle exactement. Et donc 1 mois après, c'est à droite là où on a fauché. Donc là, on a fauché du trèfle 1 mois après. Donc ça nous permet de sortir à peu près 2 tonnes de matière sèche en trèfle. Donc c'est impressionnant la capacité qu'on a à faire de la photosynthèse quand elle est déjà là, quoi. Donc c'est pour ça que le couvert permanent, c'est vraiment ce qu'on essaye de maximiser le plus chez nous, quoi. Donc maintenant, on va plus passer sur les cultures de printemps. Et donc chez nous, la culture de printemps qui est la seule, c'est le maïs. Parce qu'on n'a pas de climat pour faire du tournesol ou quasiment pas. Un peu de blé noir par exemple ou sarrasin plutôt pour ici. Mais donc voilà, donc le couvert de printemps est striptile, donc les couverts relais, donc les couverts de printemps plutôt, on va trouver les couverts relais de févrole, donc qui sont implantés en 2e couvert, et sinon des couverts de févrole en pur qui sont implantés entre 2 maïs grains. Donc voilà à quoi ça peut ressembler un peu. Donc à gauche, ça c'est un couvert relais et en bas à gauche, et en bas à droite c'est un couvert de févrole entre 2 maïs grains. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve au printemps. Chez nous, sauf cette année où on n'a pas réussi à implanter de févrole entre 2 maïs grains, quoi. Donc on s'est retrouvé avec des parcelles sans couvert. Et ce qui est assez flagrant sur ce qu'on a vu cette année, c'est qu'au bout de 5-6 ans maintenant où on ne travaille plus le sol, on peut entre guillemets se passer d'une année de couvert et on s'est retrouvé avec des super structures quand même en sortie d'hiver. Et je pense qu'on commence à voir que le sol commence à changer et que la résilience est là et qu'on peut y aller, quoi. Et donc voilà ce que le boulot du strip till nous donne dans des couverts. Donc à gauche, c'est l'échec. C'était une parcelle où il y a eu beaucoup d'eau cet hiver. Donc on a un tiers de la parcelle qui n'était pas bonne. On a fait le choix de détruire toute la parcelle plutôt que garder une demi-parcelle bancale, du salissement qui arrive, etc. Donc ça a été détruit au glyphosate. Donc là c'était une orge. Donc on a passé le strip till dedans pour implanter un maïs. Je pense qu'il faut aussi être prêt à des moments si la culture n'est pas parfaite et qu'on a un risque de salir nos parcelles, etc. Il faut prendre la décision peut-être parce qu'on n'avait pas fait d'autres investissements sur cette parcelle à part le semis. Je pense qu'il faut être prêt à changer d'option plutôt que s'entêter dans quelque chose, quoi. Au milieu, c'est donc la première année qu'on fait ça. C'est au bout de 3 ans de trèfle, on se retrouve, on va dire, dans la capacité de semer du blé à l'automne. Donc on est passé sur une culture de printemps. Donc on a semé une culture de printemps dans du trèfle. On verra d'autres photos plus tard. Et donc on ne savait pas comment sortir du trèfle. Donc là au final on a gardé le trèfle tout l'hiver et on l'a détruit au printemps. Enfin détruit ou calmé très fortement pour passer le strip till. Et à droite c'était un couvert en un seul semis avec un colza fourragé en plus qui a pris le relais pour l'hiver. On a passé le rouleau 3 semaines avant le strip till là. Donc ça c'est une autre méthode où on n'a pas de légumineuses dans le couvert mais qui nous a permis d'avoir du vert tout l'hiver. Donc là, je vais un peu accentuer vraiment sur le passage du strip till. C'est pour la technique qu'on a mis en place. Donc là, c'était le résultat juste après le strip till.
Et des choses plutôt techniques qu'on a mis en place, c'était tout ce qui est passage de rouleau pour avoir une qualité de semis vraiment optimale et chercher vraiment la technique pure, si on veut, et vraiment quelque chose de parfait. C'est le passage de rouleau qui nous a apporté beaucoup de, on va dire, comment dire ça, le niveau au-dessus pour une qualité de semis de maïs qui est vraiment top maintenant. Donc là, c'est le boulot avant le rouleau, le boulot après le rouleau. La bande de striptil qui est arrivée vraiment fine, donc il n'y a plus de motte, comme ça il n'y a pas de possibilité d'avoir des limaces ou des choses comme ça. Le rouleau gère en partie les limaces aussi. Et à droite, donc c'est tout à droite en bas, c'est le passage après le semoir, quoi. Donc on se retrouve avec de la belle terre fine et un sol qui est plan pour nos futurs semis au semoir à dents, quoi. Que quand on fait une activité au striptil, le risque c'est d'avoir un champ qui est un peu dénivelé. Et pour des semoirs à dents qui sont fixes, après, la qualité de semis va possiblement être engendrée négativement, quoi. Donc ça, c'est ce que ça montre. Et donc voilà, on arrive sur les implantations de maïs en striptil. Donc ça, c'est des photos toutes de cette année. Donc pour l'année, chez nous, on est 10 jours en retard, si on veut. Et on est 10 jours en retard et... Contrairement à ce qu'on voit, c'est que les maïs en striptil sont vraiment... Je suis vraiment satisfait de ça cette année par rapport à ce qu'on voit en labour et en TCS à côté, quoi. On a réussi à attendre les derniers moments ou le bon moment pour intervenir sans aller trop tôt. Et je pense que ça, c'est la grosse clé de réussite de cette année. En plus de la fertilisation liquide et du reste, quoi. Donc là, à gauche, c'était un couvert de févrole qui a été détruit. Au milieu, donc on retrouve la bande de maïs dans du trèfle. Et donc j'ai pris la photo comme ça pour vraiment voir en fait qu'on voit à peine la bande de striptil et le maïs qui est là, quoi. Et à droite c'était un couvert relais, justement c'est le seul qu'on avait cette année, donc d'avoine, et on avait ressemé une févrole dedans. Donc c'est voilà pour montrer les 3 différents maïs qu'on a implantés dans des couverts différents avec des résultats en fait quasiment identiques, si on veut, quoi. Et donc ça c'est une autre piste qui avait été faite l'année dernière. Donc ça c'est du maïs implanté dans les luzernières qu'on a pour le fourrage pour les bovins. Et donc on avait calmé la luzerne, c'est pareil, mais pas totalement détruite. Donc c'est ce qu'on voit en repousse au milieu du maïs. Et à droite, la même photo au même endroit, mais vue de dessus, donc un maïs homogène, sans problème. Et un peu juste après, donc ça c'était les 2 photos de gauche. Donc ça c'est le même maïs au même endroit, mais la luzerne au mois de septembre, quoi. Donc ça nous a permis d'avoir une culture déjà couverte en fait, avec un sol en fait, avec des racines quasiment partout dans le sol, quoi. Et j'ai mis la photo de droite, ça c'est un maïs sur maïs avec un couvert de févrole. Donc on voit encore des résidus au milieu. Et ce qu'on voit en fait, les feuilles qui sont dans le sol, c'est déjà les vers de terre ils sont en train d'attaquer les nouveaux maïs. Donc les maïs sont pas encore récoltés, que les feuilles sont déjà en train d'enterrer dans les turicules le vers de terre. En fait c'était juste pour montrer qu'il y a une activité tellement importante j'ai remarqué ça dans les parcelles, c'est que les feuilles de maïs, elles sont encore sur les maïs qu'elles sont déjà rentrées dans le sol. Ça c'est juste, moi ça m'a impressionné, quoi. Et donc là c'est la parcelle où on voyait la luzerne. Donc en fait ce qu'on voit dans le vert, dans le maïs là, c'est pour voir une vue au niveau de la récolte d'ensilage. En fait c'est vert dans le fond et c'est que de la luzerne, quoi. Donc en fait on a réussi notre job, on a un super maïs, on a de la luzerne, on a un sol quasiment couvert et on a quelque chose de top pour venir implanter un blé après, quoi. Et donc après, on a aussi, donc je reviens sur les céréales pour parler un peu des couverts plutôt simples. Donc donc c'est les couverts qu'on parlait tout à l'heure entre 2 céréales. Et là, les 2 photos de droite, c'est en fait, on avait fait un couvert où finalement on l'avait récolté. C'était un colvert à base de colza fourragé et trèfle d'Alexandrie. Donc on avait semé, donc 1 mois et demi après on a fait une récolte en enrubanage pour les vaches. Et on est venu implanter donc une céréale, donc c'était en l'occurrence une orge. Donc les 2 photos de droite, donc il y avait des résidus de paille, et à droite c'est les repousses de colza fourragé qu'on voit qu'on a après maîtrisé chimiquement. Le gros point positif en faisant de la fauche, c'est qu'on a exporté toute la partie aérienne et qu'on avait une qualité de semis du coup très belle aussi pour faire sécher au mois du 10 novembre, là c'était à peu près du 8-10 novembre. Donc on avait le soleil qui allait toujours sur le sol, donc en fait on avait une belle qualité de semis, on n'avait pas de la rosée comme on peut être impacté sur les qualités de semis chez nous à l'automne. Et donc pour les autres interventions qu'on fait sur les céréales en général chez nous, c'est un passage de rouleau en général. Pour tout ce qui est l'aspect manganèse, chez nous on a des terres plutôt soufflées, donc on est obligé de rappuyer le sol. Et on fait en plus des apports de manganèse en foliaire.
Et à droite, les 2 photos du milieu et celle de droite, c'est les apports de lisier qu'on fait. Parce qu'on a quasiment toute la surface en céréales qui est passée en azote organique, quoi. Donc c'est quasiment que du lisier. On va dire plus de la moitié de l'apport d'azote, c'est de l'organique. Et donc c'est pour montrer le bienfait de l'organique chez nous. C'est vraiment quelque chose qui permet de valoriser ce qu'on fait en élevage. Sur les cultures, ça se voit tout de suite, quoi. Dès qu'il y a des effluents organiques, la photo de gauche et la photo de droite, bon, il y a le soleil qui joue un peu aussi, mais ça redynamise vachement les cultures de pouvoir avoir de l'organique chez nous, quoi. Et donc là, c'est pour montrer un peu plus une vue globale de ce qu'on arrive à faire chez nous. Ça, c'est du blé en haut à gauche, à droite du blé aussi, et en bas, c'est du triticale, quoi. Donc c'est les cultures qu'on arrive à maîtriser, les cultures d'automne en semi-direct, ça se fait bien. En plus, avec de l'organique, c'est vraiment super. Donc voilà, et donc merci de votre attention. J'ai essayé de faire rapidement pour faire un petit tour de la ferme. C'est un vieux Streptil Kuhn, c'est les premiers qu'ils ont fait, donc c'est pas le plus performant je pense, mais c'est comme tout, il faut apprendre à travailler avec. Je pense que c'est plus ça qui est important, savoir comment travailler avec l'outil. Et pour le coup, chez nous, c'est en général, donc c'est que du Streptil de printemps, parce qu'on a peu d'argile par contre chez nous. C'est surtout du limon, comme ce qu'on voit ici. Donc c'est que du travail de printemps. En général, on passe, admettons, J1, le Streptil. Selon l'état du sol et comment ça sèche, J2, on va passer le rouleau et à suivre quasiment le semoir. En gros, il y a entre 1 et 2 jours, on va dire, entre le Streptil et le semoir, quoi. Et par contre, une année où on a de l'avance, je sais que c'était il y a 2 ans où c'était très sec, enfin plutôt sec. On avait passé le Streptil et j'étais revenu semer entre 1 semaine et demie et un peu plus après. Mais par contre, le rouleau était passé quasiment tout de suite après, quoi. C'est vraiment le rouleau qui, on va dire, qui fige le résultat, enfin qui fige le passage du Streptil et on peut revenir semer un peu plus tard, quoi. On a la chance d'avoir des sols, je pense, un peu comme ici, où une fois que le travail de sol est rappuyé, le sec descend pas rapidement dans le sol, donc on peut revenir semer quelques jours après sans problème. Et ouais, c'est tout. Et on le travaille quasiment que dans des couverts, sauf cette année où on n'avait pas de couverts. Et dans des couverts, en fait, je trouve que le travail est beaucoup plus facile. Ou au moins on est sûr de réussir quasiment, quoi. Sauf dans des couverts de graminées avec le Streptil, où là ça devient problématique dans les réglages, tout ce qui est bourrage et beaucoup de racines, en fait, de chevelure racinaire extrême en surface. Et c'est là que la graminée peut être un peu problématique et je pense qu'en semant en direct, on arriverait peut-être mieux que des fois du Streptil.